Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Kinidi. Les mitochondries, qu'est-ce que c'est? Ou encore le polymorphisme génétique. L'inflammation de bas grade, ça vous parle? Quelles sont les carences nutritionnelles de l'être humain? Les compléments alimentaires sont-ils la solution? Si oui, sous quelle forme et comment? Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'échanger avec Anthony Berthoud, nutritionniste, auteur et formateur. Tout d'abord, Anthony va revenir sur les définitions de macro et de micronutrition. Nous allons ensuite aborder les types d'inflammation, dont l'inflammation de bas grade qui concerne de nombreuses personnes atteintes de maladies telles que l'obésité, la maladie de Parkinson ou encore la maladie d'Alzheimer. Anthony va nous expliquer comment se repérer dans les compléments alimentaires que l'on peut trouver dans les aliments, mais aussi sous la forme de comprimés. On va aussi parler de produits laitiers, de gluten, de calories et de filiales éthiques. Je vous laisse écouter cet épisode vraiment passionnant avec un expert qui est clairement passionné par ce qu'il fait et qui est une mine d'informations en matière de micronutrition. Aussi, si vous voulez en savoir plus, Anthony a récemment publié un livre qui s'intitule « Du bon sens dans notre assiette », un livre très bien écrit qui explique ce qui se passe au cœur de nos cellules jusqu'à l'impact de nos comportements alimentaires et sociaux sur notre santé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anthony Berthoud, qui est nutritionniste, qu'on a déjà pas mal vu et entendu sur les podcasts et les médias, puisqu'il vient de sortir son nouveau livre, Du bon sens dans notre assiette. Donc, Anthony va nous parler de toute sa recherche et les études sur la micronutrition notamment. Bonjour Anthony, tu vas bien? Bonjour Gabriel, je vais très bien, merci. Et merci de me donner la parole pour ce petit temps d'échange entre nous, voilà, autour de ce sujet passionnant qu'est la nutrition et l'alimentation de manière générale. Oui, merci d'avoir pris le temps. Donc, je viens juste d'acheter ton livre et j'avoue, des pages que j'ai feuilletées et parcourues, je le trouve très bien écrit, de façon très claire. Tu rentres dans les détails, mais en même temps, tu l'expliques de façon très pédagogique. Et donc, ça fait du bien parce que parfois, on se dit, oh là là, ça va être quelque chose de très détaillé. On a peur un peu quand on voit des mots comme mitochondrie, pour ceux qui connaissent pas, ou voilà, des régimes particuliers. Donc, en tout cas, bravo d'avoir pu simplifier tout ça Merci. dans ton livre. En sachant que tu as la version simplifiée entre les mains, parce qu'on a justement, j'ai sorti il y a peu de temps après, l'année dernière, un ouvrage qui traite des mêmes sujets, mais de manière beaucoup plus développée, qui fait plus de 1000 pages. Oui, Donc voilà. Et ce que tu as, c'est effectivement une version plus simplifiée, plus plus simplifiée, simplifié. on va dire. Voilà. Pour le grand public, alors, plutôt. Oui, alors après, peut-être public averti quand même, parce Ouais. que voilà, quand tu parles de mitochondrie ou de microbiote et autres, c'est vrai que c'est des sujets qui peuvent faire peur à des personnes qui n'ont pas un bagage à minima scientifique ou qui connaissent un peu ces notions. Mais voilà, l'historique, on va dire, de lancement des deux livres qui ont été très proches l'un de l'autre fait que effectivement, il s'adresse quand même à un public un minimum averti, mais avec un discours le plus simple possible, le plus vulgarisé. Donc, je crois qu'il faut se faire son propre avis en le lisant, tout simplement. Exactement, exactement. Est-ce que tu peux d'abord nous parler un petit peu de toi et qu'est-ce qui t'a conduit vers tout ce qui est aspect nutrition, micronutrition? Mmh. Alors moi, je m'y suis intéressé très tôt à cette notion de nutrition, vers l'âge de 12 ans. J'étais athlète à l'époque et athlète, j'étais jeune sportif plutôt, et c'est vrai que comme certains vont s'intéresser au matériel, peut-être à la prépa physique ou autre, moi ça a été le sujet de la nutrition très rapidement. Et puis j'ai décidé d'en faire mes études. Avant, donc j'étais en équipe de France junior de triathlon, donc j'ai beaucoup éprouvé, on va dire, cette notion de nutrition et de performance. Et puis donc j'en ai fait mes études, mon métier. J'ai suivi pas mal d'équipes olympiques et d'équipes de France, donc d'athlètes de haut niveau et par la suite donc de patients, bien sûr. Et en 99, donc ça commence à remonter maintenant, ça fait 25 ans. Donc Mhm. j'ai un peu par hasard, entre guillemets, je me suis mis à l'enseignement, c'est-à-dire à faire des formations autour de la nutrition et finalement, ça m'a jamais quitté depuis. Donc c'est vraiment devenu quelque chose de, j'ai envie de dire, de naturel pour moi, c'est-à-dire d'essayer de transmettre au maximum toutes ces notions autour de l'alimentation parce que c'est un sujet qui est passionnant, qui est complexe aussi. On en parlera peut-être parce que quand on parle de micronutrition, c'est un angle
de discours, on va dire, ou d'apprentissage, mais il y a aussi beaucoup d'autres aspects, notamment des aspects écologiques ou autres, quoi, qui pour moi sont particulièrement importants. Et, euh, et donc, effectivement, l'écriture vient en complément de l'enseignement de manière assez logique. Et je Mhm. parle des aspects écologiques. J'ai enseigné également à l'EPFL, donc à l'École polytechnique de Lausanne, sur les enjeux mondiaux de l'alimentation, toutes les projections 2050. Et c'est vrai qu'entre un regard thérapeutique individuel et cette approche très systémique à moyen et long terme sur des notions collectives, ça a été quand même un vrai virage à 180 degrés pour moi. Et, euh, et donc, ça a été un tournant important, notamment dans ma vision de l'enseignement de la nutrition, et qui m'a aussi beaucoup éloigné. Alors, tu parlais de micronutrition en préambule, on en reparlera, mais justement, j'invite souvent à prendre de la hauteur vis-à-vis de ces notions-là. Donc, c'est-à-dire que c'est très intéressant d'aller dans l'infiniment petit et de comprendre finalement quel va être l'impact de tel ou tel micronutriment dans un mécanisme particulier, mais c'est toujours aussi très intéressant et pour moi essentiel de le resituer dans une approche systémique et de savoir en fait dans quelle mesure la recommandation alimentaire qu'on va proposer va être cohérente avec encore une fois, des enjeux à moyen et long terme. Et ça, malheureusement, parfois, on peut avoir des discours assez contradictoires, pas volontairement, en fait, en pensant bien faire dans un axe ou dans un autre. Et donc, tout mon travail aujourd'hui, c'est essayer de concilier tout ça pour essayer de proposer un modèle le plus résilient, le plus global possible. Voilà, un petit peu pour me présenter très rapidement, quoi. Super. Justement, est-ce que tu peux revenir sur les bases, la définition et la différence entre la micro et la macronutrition? Oui, alors pour moi, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que c'est l'historique, c'est l'histoire qui a fait qu'on les a beaucoup opposés. Et effectivement, aujourd'hui, c'est le cas. C'est-à-dire qu'on a tendance à parler de macronutrition quand on parle de diététique, finalement. Quand on évoque les glucides, les lipides, les protéines, l'apport calorique, etc. Et puis fin des années 90, début des années 2000, on s'est beaucoup intéressé à l'impact du statut micronutritionnel, c'est-à-dire en vitamines, minéraux, en principe phytoactifs, par exemple, quand on parle des végétaux sur la santé et sur éventuellement l'émergence de certains troubles fonctionnels ou de pathologies dites de civilisation. Et c'est une science qui s'est beaucoup développée à cette époque et encore aujourd'hui et qui est encore une fois passionnante, mais qui a tendance à finalement aller dans, je disais tout à l'heure, l'infiniment petit. Et parfois, je parle d'approche allopathique de la nutrition, c'est-à-dire qu'on va chercher un mécanisme précis ou un micronutriment précis vis-à-vis d'un certain mécanisme ou autre. Et on a tendance à oublier que ce mécanisme, il interagit dans un système et que finalement, on peut parfois ne pas avoir l'effet escompté, voire avoir des effets opposés, sans parler de danger quel qu'il soit. Mais en fait, à isoler cet élément-là et à avoir une approche qui est parfois quasi pharmacologique, c'est-à-dire qu'on va apporter des quantités très importantes de ce micronutriment, et ben, pour moi, on se détache un petit peu de l'importance de la biologie cellulaire en particulier, puisque là, on est plus dans une approche de biologie moléculaire quand on parle de micronutriments, et donc la capacité de régulation en fait des systèmes au niveau cellulaire, au niveau des tissus ou des organes si on parle de manière plus globale. Donc la micronutrition est une approche très intéressante. Il ne s'agit pas du tout de la dénigrer, bien au contraire. Mais pour moi, c'est un élément du puzzle, une pièce en fait dans un système global, là où la macronutrition joue aussi son rôle pleinement. Sauf qu'on a tendance parfois à être très dichotomique et à se dire, ben voilà, c'est les macronutriments qui sont importants, le reste, vous mangez varié, équilibré, vous aurez tous les micronutriments dont vous avez besoin. Ou à l'inverse, c'est le statut en micronutriments qui est essentiel. Et puis finalement, on se retrouve parfois avec des patients qui sont en déficit protéique, en déficit calorique, quand on parle des sportifs sur des syndromes REDES par exemple, alors que finalement, on est dans une problématique qui est avant tout calorique pour le coup, quoi. Donc ces deux notions qui peuvent même être intégrées dans des approches plus systémiques, notamment des approches évolutionnistes, à savoir finalement comment évoluer notre propre capital génétique au cours du temps pour s'adapter à son environnement. Ça, c'est un élément aussi qui est très intéressant parce qu'il permet de comprendre finalement pourquoi à un moment donné, on peut effectivement avoir davantage besoin de certains micronutriments. On peut parler de la vitamine C, par exemple, mais aussi des oméga 3, qui nous amènent à parfois dire que la supplémentation est quasi obligatoire pour couvrir le besoin de base. Et ça s'explique d'un point de vue, encore une fois, évolutionniste, avec parfois des polymorphismes génétiques qui font que
Pour certains individus, un conseil va être tout à fait adapté, pour d'autres, non, et l'alimentation ne suffira pas. Il faudra effectivement passer par la supplémentation. Donc là, on rentre dans une approche totalement personnalisée, mais qui pour moi donne une vraie légitimité à cette micronutrition. Et, et voilà. Et puis on peut parler d'écologie après, mais je vais arrêter parce que sinon je pendant. Non, non, t'as dit un terme que je ne connaissais pas, le polymorphisme génétique, c'est quoi? Et ben en fait, c'est que pour un même gène, tu peux avoir différentes expressions de ce gène-là. C'est-à-dire que quand on parle, je donnais l'exemple des oméga 3. Donc on a dans la filière des végétaux des oméga Mmh. 3 qu'on appelle un oméga 3 qu'on appelle l'acide alpha-linolénique, qu'on va retrouver quand on prend l'huile de colza, des noix par exemple, du pourpier, des graines de chia, des graines de lin. Et il faut savoir que l'organisme humain a essentiellement besoin des formes oméga 3 à longue chaîne, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'EPA et le DHA. Et ces oméga 3 vont jouer des rôles sur la régulation de l'inflammation, sur la souplesse des membranes cellulaires, etc. Et donc, on va avoir des enzymes, ce qu'on appelle des désaturases et des ongases, qui vont permettre de transformer ces formes végétales en oméga 3 à longue chaîne dont on a besoin. Et en fonction de nos origines génétiques, ces enzymes, elles sont plus ou moins fonctionnelles. Ce qui fait qu'on va se retrouver parfois avec des patients qui vont prendre beaucoup de noix et d'huile de colza et qui n'auront pas assez d'oméga 3 à longue chaîne, parce que ça s'explique justement par rapport à certains variants, certaines expressions génétiques, et à l'inverse, des patients qui pourront en consommer très peu et qui auront un très bon statut, qui s'explique là aussi. Donc le polymorphisme génétique, c'est juste le fait de dire que on a tous un gène avec des... Tu as dû entendre parler de ces notions d'hétérozygote ou d'homozygote. On a deux allèles qui vont être différents et un qui peut parfois être dominant, récessif, codominant, etc. Donc c'est ces notions, en fait, le polymorphisme génétique. Ok, intéressant. Et tout à l'heure, tu parlais de calories. Donc les calories, elles ont souvent été incriminées dans la prise de poids, mais c'est beaucoup plus subtil que ça, hein, parce que ça dépend aussi où elles sont, si c'est dans les protéines et dans les glucides. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Oui, alors ça, c'est une question très vaste qui Par demanderait beaucoup. exemple, prenons un plat de pâtes et poulet. Ok. Bah, en fait, déjà, il faut savoir que quelle que soit l'origine de la calorie, si tu manges plus de calories que tu n'en dépenses, tu prends du poids. C'est purement mathématique, statistique et assez simple. Bah, pas statistique, mais c'est oui, mathématique, c'est assez simple. Simplement, effectivement, on a pendant très longtemps et encore parfois pour certains, tendance à mettre l'origine de la calorie sur le même plan. C'est-à-dire que tu prends 1 gramme de glucides, pour les pâtes que tu évoques, c'est 4 kilocalories par gramme. Tu prends 1 gramme de protéines. De la même façon, si tu les utilises dans un but énergétique, c'est 4 kilocalories. Simplement, ça, c'est une notion, la calorie, qui est liée à la quantité de chaleur qui va être, qui va être comment dire, produite par la dégradation de ces substrats. Donc, en fait, ça s'éloigne complètement de la notion énergétique et physiologique. Donc, les protéines, normalement, si tu n'es pas en déficit énergétique, pardon, elles vont être utilisées essentiellement pour des rôles structuraux, fonctionnels. On parlait des gènes tout à l'heure pour la synthèse en tout cas l'expression des gènes sous forme de protéines, etc. Et les glucides, ils vont plutôt avoir un rôle énergétique. Donc de dire que tu as 200 kilocalories sous forme de protéines, par exemple, ça ne veut pas dire grand-chose dans la mesure où, normalement, tu ne les utilises pas dans un but énergétique. Par contre, si tu es en déficit énergétique, effectivement, là, les protéines pourront être utilisées. L'inconvénient, c'est qu'elles vont dégrader, elles vont pas dégrader, mais elles vont être à l'origine d'une production de déchets azotés qui sont des déchets qui vont demander un travail rénal un petit peu plus important. Et surtout, on est dans un rendement énergétique qui n'est pas optimal du tout parce que ces protéines ne sont pas faites pour ça à la base. Donc, imaginons que tu manges trop de protéines, au sens plus que tes besoins et que tu dépasses ton besoin calorique de base, tu prendrais aussi du poids, mais avec un travail rénal plus important, des déchets ammoniaqués qui seraient plus importants également. Donc, finalement, tout sauf quelque chose d'intéressant. Et après, c'est pour ça que j'ai que c'est une question très vaste, parce que tu as des personnes qui mangent très peu de calories et qui vont prendre du poids très Oui. facilement. Et il peut y avoir beaucoup d'origines à ça. Il peut y avoir une origine endocrinienne, typiquement une hypothyroïdie. Il peut y avoir ce qu'on appelle une inflammation de bas grade qui peut aussi expliquer notamment certains comportements alimentaires ou certaines pulsions alimentaires. On peut avoir
Même quand on parle de parasitisme sur les infections à Candida albicans, dans des candidoses intestinales, on va avoir des appétences particulières pour les glucides, par exemple, qui fait que, en fait, on peut être attiré vers certains nutriments, alors que c'est pas une problématique énergétique en tant que telle. Donc, Qu'est-ce que c'est que l'inflammation de Bagrade? Bagrade, en fait, c'est une inflammation qui est pernicieuse, qui est latente, que tu vas pas forcément objectiver par une biologie classique. C'est-à-dire que classiquement, dans une inflammation aiguë, tu vas doser la CRP, une protéine de l'inflammation. On va considérer qu'au-dessus de 5, il y a inflammation, et en dessous de 5, il n'y a pas inflammation. Sauf que si ta CRP elle est à 2 ou 3, elle traduit malgré tout une légère inflammation, et on utilise plutôt ce qu'on appelle la CRP ultra sensible pour justement aller identifier ces seuils qui peuvent être assez bas et qui montrent que, en fait, l'organisme n'arrive plus à s'adapter au sens à maintenir son état d'homéostasie. Et quand tu prends beaucoup de pathologies comme justement l'obésité, alors quand je dis pathologie, je m'entends, c'est-à-dire au sens inflammatoire, aujourd'hui l'obésité est reconnue comme une maladie inflammatoire chronique, tout simplement parce que l'excès de masse grasse dans les adipocytes, dans les cellules graisseuses, crée un foyer justement d'inflammation de bas grade, et qui peut expliquer beaucoup de conséquences sur la santé et sur la difficulté à rétablir un poids adapté. Quelqu'un qui va avoir un excès de masse grasse dans le foie, une stéatose hépatique, va être aussi sujet à un foyer d'inflammation de bas grade. Une personne qui a une dysbiose intestinale ou une hyperperméabilité intestinale, ça va être aussi un foyer d'inflammation de bas grade. Quelqu'un qui est sédentaire, donc ses muscles justement sont pas habitués à réaliser des activités physiques de manière régulière, voire permanente, c'est un autre facteur. Donc, comme ça, dans l'organisme, en fonction de ton mode de vie, c'est-à-dire l'alimentation, ton activité physique, ton stress, ton état psycho-émotionnel, la qualité du sommeil, la capacité à aller dehors ou pas, en fait, on va potentiellement initier ces foyers d'inflammation de bas grade qui peuvent, à un moment donné, euh, être à l'origine, encore une fois, des troubles fonctionnels, voire de pathologies. Et qu'on parle de maladies neurodégénératives, par exemple Parkinson, Oui. Alzheimer, de cancer, de maladies. Alors, cancer, c'est encore un peu particulier, je vais le mettre de côté, Mhm. mais de dysimmunité, c'est-à-dire de maladies auto-immunes ou de susceptibilité aux infections. Si on parle je parlais de troubles métaboliques comme l'obésité, le diabète de type 2, etc. Toutes ces pathologies ont un point commun, c'est justement l'existence de cette inflammation de bas grade. Et si je ramène un petit peu à ta question du départ sur le polymorphisme génétique, on a dans ces pathologies très souvent, en fait, je parle souvent de vases communicants, c'est-à-dire une part génétique et une part environnementale. Et donc, pour certaines pathologies, la part génétique va être très importante. Pour d'autres, au contraire, c'est la part environnementale. Et dans les pathologies que j'ai citées, quand on parle de cette part environnementale, c'est lié au fait que l'environnement va favoriser cette inflammation de bas grade. C'est un petit peu le terreau, si tu veux, de l'expression du trouble ou de la pathologie. Tu as décrit quand même beaucoup de symptômes et de pathologies qui peuvent être, dont la cause peut être l'inflammation de bas grade. Parce que Oui. Parkinson, Alzheimer, obésité, sédentarité, ça concerne pas mal de monde. Oui, alors c'est pas une cause, c'est plus un mécanisme. Un C'est-à-dire, mécanisme, oui. justement, l'étiologie, la cause peut être multiple, Multiple, et, voilà. et Environnemental, génétique. Mhm. oui, et puis spécifique en fait à une des pathologies qu'on a, ou plus exactement, chaque pathologie va avoir des spécificités en termes d'étiologie. Simplement, la traduction de l'effet de l'environnement vis-à-vis du risque de cette pathologie, c'est justement cette inflammation de bas grade. Parce que souvent, on a un peu incriminé pour Parkinson, par exemple, les métaux lourds. Mm. Après, on parle aussi du microbiote Mm. chez les patients parkinsoniens, qui peut-être un déséquilibre à ce niveau-là. Et bien justement, en fait, les métaux lourds, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont générer un stress oxydatif avec Mhm. potentiellement un tropisme neuro-inflammatoire quand on parle de Parkinson. Pour Alzheimer, par exemple, l'aluminium est aujourd'hui reconnu comme un facteur neuro-inflammatoire important, et alors après, en fonction de Parkinson ou d'Alzheimer, on ne va pas avoir justement les mêmes mécanismes. Par contre, on sait que ces composés vont initier un stress oxydatif chronique qui est à l'origine de cette inflammation de bas grade, qui va amplifier en fait le risque ou la difficulté à retourner à un état d'homéostasie. Dans le cas du microbiote, c'est pareil. C'est-à-dire qu'une dysbiose intestinale, mais surtout ce qu'on appelle l'hyperperméabilité intestinale, c'est-à-dire que la muqueuse va laisser passer certains fragments, soit de protéines alimentaires, soit de parois de bactéries du microbiote, ce qu'on appelle des LPS. Et donc, au niveau plasmatique, ces composés vont être reconnus
par des cellules immunitaires qui sont localisées au niveau intestinal, qu'on appelle les macrophages. Ben, c'est certains types de macrophages, certains récepteurs qu'on appelle les TLR2 et 4, si je rentre vraiment dans du détail, mais c'est Mhm. pas l'objectif. Et donc, on initie cette inflammation de bas grade qui va devenir systémique, puisque le but de l'inflammation, c'est quoi? C'est de prévenir l'organisme qu'effectivement, il y a un désordre à un moment donné et qu'on doit revenir à un état d'équilibre, que ce soit une hémorragie, une blessure, que ce soit une infection, etc. Donc l'inflammation, elle a un rôle d'information et de résolution, en fait, du problème. Sauf que là, on est dans quelque chose, je disais tout à l'heure, de très latent, pernicieux, et qui, pour le coup, est chronique. Et finalement, le déséquilibre s'installe comme ça doucement au cours du temps et fragilise en fait le système, quoi. Est-ce que c'est réversible? Alors l'inflammation de bas grade, oui. Après, tout dépend de l'étiologie de cette inflammation de bas grade. Et Mhm. dans le cas de Parkinson ou d'Alzheimer, aujourd'hui, si on prend ces exemples, on considère que c'est pas le cas. Par contre, on peut, par notre mode de vie, réduire cette inflammation de bas grade et donc retarder au maximum l'évolution de cette pathologie qui a aussi, bien sûr, une dimension génétique. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure des Eh deux oui. vases communicants, et ça ne veut pas dire qu'on peut, bien sûr, tout résoudre par le mode de vie, mais selon la pathologie, on aura une capacité plus ou moins importante, soit à la résoudre, soit à réduire les conséquences au maximum, quoi. Mhm. Bah, justement, on en vient au mode de vie. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, je crois, sur le sujet. Euh, mais d'abord, j'aimerais aussi parler des compléments alimentaires, donc comme les oméga 3. Donc, dans ton livre, j'ai lu que les oméga 3, ils sont beaucoup transformés sous la Mm. forme d'une gélule qu'on prend comme ça et qui peuvent perdre de leurs bénéfices. Du coup, alors déjà, je parle des oméga 3. Est-ce que c'est nécessaire de les prendre sous complément? Si oui, comment? Et sinon, eh ben, bon, je sais qu'il y a les poissons gras, les choses comme ça. Saumon évité parce que c'est rempli de mercure, malheureusement. Mm. Et aussi, quels sont les compléments alimentaires dont l'homme, l'être humain aujourd'hui a le plus besoin, dont il est le plus carencé? Mm. Alors, pour ta première question sur les oméga 3, en fait, ça ramène complètement à ce que je t'ai donné tout à l'heure comme exemple avec le polymorphisme génétique. Et Mhm, pour vraiment ceux qui sont les plus techniques de tes auditeurs, on parle des gènes FADS1 et FADS2 sur justement ces histoires de désaturase et d'élongase. Et mhm. donc, tu as des personnes qui n'auront aucun problème de statut en oméga 3 à longue chaîne, parce qu'ils consomment suffisamment d'oméga 3 végétaux. Mais c'est une très rare partie de la population. Aujourd'hui, la plupart de la population, on considère en France, par exemple, que 98% de la population est déficitaire en oméga 3 à longue chaîne. Non seulement, pardon, non seulement parce qu'il y a cette notion de polymorphisme génétique, mais parce qu'il y a aussi certains déficits en micronutriments. On peut parler du zinc, du magnésium, de la vitamine C, de certaines vitamines du groupe B, etc. On a des mécanismes comme l'insulinorésistance, donc la prise de poids également, qui peuvent empêcher ces enzymes de bien fonctionner. Et puis, on a des défauts d'apport en oméga 3 végétaux également. Donc, la solution, effectivement, la plus cohérente, c'est d'augmenter les apports en oméga 3 à longue chaîne, c'est-à-dire EPA et DHA. Comme tu le citais, les poissons gras, et plutôt les petits poissons gras. Alors, malheureusement, que ce soit le saumon ou les autres, il y en a partout, des métaux lourds, mais aussi ce qu'on appelle les polluants organiques permanents, comme les dioxines, les PCB, etc., qui sont des composés très liposolubles, donc qui vont se stocker dans les graisses. Et c'est vrai que aujourd'hui, si on reste sur l'histoire du saumon, il y a du méthylmercure, mais il y a aussi d'autres composés, parce que c'est des poissons gras et qui ont accumulé ces composés au cours de leur propre vie. Et quand on va recommander plutôt des sardines, des maquereaux, des anchois, des petits poissons, on a moins d'effets cumulatifs et donc effectivement, on aura moins de ces composés. Mais quand même, tu vois, il y a souvent les pros oméga 3 vont te dire oui, bah, vous mangez des sardines tous les jours. Déjà d'un point de vue écologique, moi je suis vraiment Moyen. pas, voilà, je modérerai énormément et c'est ce que je te disais tout à l'heure, j'essaie d'apporter des recommandations qui se veulent les plus résilientes sur du long terme, donc non, pas tous les jours. Et il y aura un effet de cumulation de métaux lourds ou de composés qui sera aussi très significatif. Donc, il ne faut pas se dire que sous prétexte que c'est des sardines, il y a zéro métaux lourds. Ok. Mais c'est vrai que rapporté à du saumon ou à du thon, c'est beaucoup moins. Mais C'est moi, bon.
Je suis plus à la recommandation de un ou deux, une ou deux fois par semaine, des sardines ou du maquereau, par exemple, ou des anchois pour ceux qui en consomment, mais pas 3, 4. En fait, c'est là la difficulté, c'est quelle priorité on donne au conseil. Si tu te mets sous l'angle des oméga 3, oui, tu peux dire, prenez-en quasiment tous les jours. D'un point de vue et toxicologique et écologique, c'est loin d'être l'idéal. D'où l'idée de trouver un bon compromis à chaque fois. Et comme la plupart de la population est déficitaire, on va prendre des compléments d'oméga 3 puisque ça va être plus simple. Et là, on est dans des procédés qui vont concentrer ces oméga 3. Alors, on peut parler d'estérification, de purification, etc. Et malheureusement, ça peut, en fonction des procédés, pas tous, mais c'est là où la qualité du process et surtout de la conservation est importante. On peut avoir un stress oxydatif qui va s'initier sur ces oméga 3 parce que ce qui fait leur richesse, c'est-à-dire le fait d'avoir beaucoup d'insaturation, fait leur faiblesse. C'est-à-dire qu'ils sont très sensibles au stress oxydatif. Et donc, quand tu vas garder des capsules d'oméga 3 pendant plusieurs mois, voire pour certains plusieurs années, c'est un peu l'effet de la patate chaude, c'est-à-dire qu'il va avoir un effet de propagation du stress oxydatif très important. Aujourd'hui, on a, je pense notamment à un essai clinique, on a mis en évidence que sur le facteur LDL oxydé, c'est-à-dire ce qui va être la fraction athérogène du LDL, qui va augmenter le risque en tant que tel, risque cardiovasculaire, en fait, ces oméga 3 oxydés peuvent accentuer le risque, là où des oméga 3 non oxydés ont plutôt tendance à le réduire. Et malheureusement, on n'a pas d'obligation légale, d'un point de vue réglementaire aujourd'hui, à mentionner le taux d'oxydation, ce qu'on appelle l'indice TOTOX, comme Toto avec un X, ou les indices de peroxydation lipidique, de la part d'un laboratoire. C'est-à-dire que normalement, cet indice, il doit être inférieur à 5 pour avoir vraiment une très faible oxydation. Mais cet indice, il est parfois mesuré par les laboratoires, c'est très bien. Donc, c'est pas parce que c'est pas obligatoire que certains laboratoires ne le font pas. Il y en a qui le font et c'est tout à leur honneur. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est fait en sortie d'usine? Est-ce que c'est fait après 6 mois de stockage? Est-ce que c'est fait après 10 mois de stockage? Et si ton stockage est fait à température ambiante, etc., bah, malheureusement, ces composés s'oxydent très vite. C'est pour ça que ce que je recommande, c'est avant tout de prendre des oméga 3 les plus frais possibles. Alors ça, on maîtrise peu parce que ça dépend du moment de production, en fait, tout simplement. Mais en tout cas, quand vous les achetez, de les garder au congélateur. Parce qu'en fait, même au réfrigérateur, au frigo, on continue à avoir une oxydation. Et si je suis puriste, aujourd'hui, dans le cadre d'une prise en charge pour un patient, je vais faire ce qu'on appelle un profil en acide gras pour objectiver en fait le déficit en oméga 3 avant d'aller vers une supplémentation. Et on va vérifier la capacité de régulation du stress oxydatif du patient, ou on va le renforcer justement par des conseils, voire une supplémentation, pour éviter justement qu'il s'expose trop à un stress oxydatif potentiellement associé à des oméga 3 qui doivent être apportés en grande quantité si on veut un effet qui soit significatif, c'est-à-dire au moins 2 à 3 grammes. Et là, si l'oméga 3 est de mauvaise qualité, ça peut un peu coincer. Donc, en clair, demander au laboratoire l'indice TOTOX, ce qu'on appelle l'indice de peroxydation, idéalement inférieur à 5, idéalement tout au long de la durée de vie du produit, et quand vous l'achetez, de le garder plutôt au congélateur, parce que vous n'allez pas croquer dans la capsule, en fait, vous allez l'avaler, donc il n'y a aucun problème pour ça. Mais c'est une très bonne question, parce que c'est un vrai sujet. On a tendance à complètement vulgariser ce conseil d'aller consommer ces produits, à juste titre, parce qu'on en manque quasiment tous, mais pas à juste titre, justement, quand on regarde les effets potentiels, quand ils sont de mauvaise qualité ou conservés dans des mauvaises conditions, quoi. Donc ça, c'est ta première question, et puis tu avais la deuxième, mais peut-être... Oui, mais juste par rapport à la première, donc il y en a dans les poissons gras, maquereaux, sardines. Est-ce qu'il y en a aussi dans les noix de Grenoble ou les Oui, noix la de forme cajou? végétale. Donc justement, c'est ce que tu parles des oméga 3, c'est ça? Oui. Oui. Alors, sur les noix du Périgord, oui, noix du Périgord, noix de Grenoble. Sur les noix de cajou, non, ou très peu. En tout cas, pas de manière significative. Et d'ailleurs, noix de cajou, d'un point de vue éthique, c'est pas des... Ouais, je pourrais t'en parler après, si tu veux. C'est pour ça que c'est des poupées russes qu'on va à chaque fois un peu... Oui, je vois. D'où un livre de plus de 1000 pages pour essayer de tout expliquer. Voilà, Oui, c'est je lui que comprends tu as bien. rencontré. Mais ma deuxième question, c'est quoi les carences dont on souffre le plus aujourd'hui dans une société Ok. occidentale? Alors,
je vais être pointilleux sur les mots et c'est pas du tout pour t'embêter, Non, mais t'as raison, il faut. mais justement parce que c'est très à l'image en fait dès qu'on parle de micronutrition et par exemple la carence aujourd'hui, heureusement, elle existe peu, d'accord? Elle est dans les pays occidentaux, etc. On n'est pas tous carencés ou pour la plupart sur certains micronutriments. Par contre, on peut être déficitaire, c'est-à-dire que le déficit, on est dans la zone Mhm. intermédiaire entre un statut optimal et le préambule à une carence si ça se maintient au cours du temps. Et là, D'accord. effectivement, on a une fraction de la population, une bonne fraction qui peut y être sujette. Classiquement, la vitamine D, mais pourquoi? Pas parce que c'est une raison alimentaire, tout simplement parce qu'on n'est plus exposé suffisamment à la lumière naturelle. On est tout le temps à l'intérieur. C'est Pierre Rabhi hein, qui dit on vit dans des boîtes, on dort dans des boîtes, hein, on se déplace dans des boîtes. Et malheureusement, bah, cette vitamine D, elle est, alors pas malheureusement d'ailleurs, mais malheureusement par rapport à notre mode de vie, cette vitamine D, elle est synthétisée à partir des UVB du soleil et donc on a besoin d'une exposition à la lumière pour avoir un statut suffisant en vitamine D, notamment au cours de la période allant du printemps jusqu'à l'automne pour faire des réserves dans la période où Intéressant. on aura moins d'exposition. Et on estime qu'à peu près 80% de la population aujourd'hui est déficitaire par rapport aux normes officielles. Et si on remonte un petit peu la valeur minimale de considération du déficit, justement, on pourrait avoir encore plus de personnes. Le magnésium, c'est pareil, on est à peu près sur 80% de la population française parce qu'on a d'un côté une baisse de densité micronutritionnelle dans les aliments qu'on consomme. On consomme beaucoup d'aliments ultra transformés, on parle souvent de calories vides parce que c'est des aliments qui apportent beaucoup de calories et peu de micronutriments. Et à l'inverse, on a un mode de vie où on est souvent stressé, on est en activité tout le temps, parce que on vit aussi dans un environnement, une société où en fait on est un peu stressé tout le temps dans les transports, etc., le travail, qui fait que le magnésium étant très important pour toutes les réactions enzymatiques énergétiques, que ce soit dans un rôle cognitif ou dans un rôle physique, finalement, on Mhm. peut largement augmenter nos besoins en magnésium. Donc d'un côté, on l'augmente, de l'autre côté, on a moins d'apport, ce qui fait que mathématiquement, on se retrouve à être beaucoup déficitaire. Donc voilà, après, il peut y en avoir d'autres, mais quand on parle ici des oméga 3, du magnésium, de la vitamine D, c'est déjà pas mal. Ouais. C'est déjà pas mal. Donc, complément alimentaire pour magnésium et vitamine D ou pas? Ou on essaie de le trouver par forme Alors, naturelle? vitamine D, on va revenir à cette notion de polymorphisme génétique, c'est-à-dire qu'on a Ouais. des réactivités en fait à la synthèse et au maintien du taux de vitamine D qui est très variable. Et c'est pour ça que certains auteurs parlent d'indice du statut en vitamine D plus que de taux plasmatique, mais je ne veux pas rentrer dans trop de détails. Globalement, pour moi, la priorité, c'est déjà d'aller à l'extérieur pour beaucoup de raisons, autres que simplement la vitamine D, et notamment ce qu'on appelle la chronobiologie, c'est-à-dire qu'on a des rythmes, Oui. on a un rythme circadien qui va moduler Oui. certaines réponses hormonales. On a l'importance de certaines longueurs d'onde lumineuses, y compris, tu parlais de mitochondries au tout début, voilà, sur la régulation des mitochondries. Les longueurs d'onde proches infrarouges, par exemple, sont très importantes. Et donc, on a besoin de s'exposer davantage à l'extérieur. Donc, pour plein de raisons, moi, j'incite à bouger, à être dans du mouvement musculaire à l'extérieur. Si ça suffit pas, effectivement, on peut se poser la question de la supplémentation en vitamine D, mais moi, je recommande plutôt de faire une prise de sang, une biologie, pour objectiver le déficit, mettre en place une supplémentation, de voir quelle est la cinétique en fait d'évolution du taux plasmatique, parce que là, ça peut être très variable en fonction des statuts, des personnes, pardon. Et de là, de se dire effectivement, si on sait qu'en hiver, on a tendance à être déficitaire et qu'on connaît notre vitesse de restauration du statut, d'une année sur l'autre, se dire pourquoi pas, mais pas de manière aveugle et systématique comme on l'entend tout le temps, même si ça, statistiquement, ça représente, ça touche la plupart de la population. Le magnésium, on a le cacao. Alors, je ne parle pas du chocolat, mais en fonction du pourcentage de cacao dans le chocolat, ça fera plus ou moins de chocolat. Mais par exemple, Là, ça ah intéresse oui, des gens. j'ai vu à ton regard que ça t'intéressait aussi. Oui, oui, oui. Donc, 500 grammes pardon, 100 grammes de cacao, c'est à peu près 500 milligrammes de magnésium. On estime que le besoin il est de 6 milligrammes par kilo de poids corporel. Si on est sportif, très actif, y compris intellectuellement, plutôt à 8 milligrammes.
Donc, c'est des apports qui sont significatifs. Donc, le cacao à lui seul ne suffira pas parce que manger 100 grammes de cacao, c'est pas la même chose que manger 100 grammes de Milka ou de Galac ou de, voilà. Oui, 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 on est d'accord. Alors, pour certains, ça peut ne pas poser problème, mais on n'aura pas le taux satisfaisant de cacao. Les oléagineux, tu Mhm. parlais des noix de cajou, on a pas mal de magnésium. D'accord. On en a dans les Magnésium. noix du Brésil également, dans les amandes. Sauf que pour des raisons éthiques et écologiques, noix du Brésil, noix de cajou, moi, je vais tendance à vraiment modérer la consommation. Donc, Pourquoi? Pour des alors, raisons je, éthiques. euh, je vais peut-être te dire l'histoire du magnésium et je reviens dessus pour pas perdre tout le Oui, monde. d'accord. Donc, les amandes doivent avoir 2 bonnes poignées d'oléagineux de type noix, noisette, amande, plutôt européenne qu'aux californiennes, là aussi pour des raisons éthiques que je vais développer. De manger donc 20-30 grammes de chocolat riche en cacao, c'est-à-dire à moins 80-85% de cacao, de consommer des légumineuses, des lentilles, des fèves, des haricots secs, des pois cassés 2-3 fois par semaine, un petit peu de sarrasin si vous aimez ça, des fruits de mer ou autres de temps en temps également. Et là, en théorie, vous satisfaisez la plupart de vos besoins en magnésium. Donc, on n'a pas besoin d'aller vers une supplémentation. Mais qui met en place ces recommandations alimentaires au quotidien? Pas forcément beaucoup de personnes. D'où l'intérêt, effectivement, d'aller se supplémenter quand on sait qu'on va avoir un apport alimentaire qui est minime et puis qu'on a certains troubles fonctionnels qui laissent penser qu'il y a un déficit. Parce que malheureusement, le marqueur biologique, c'est-à-dire quand on va doser le taux de magnésium, même ce qu'on appelle le taux de magnésium érythrocytaire, c'est pas forcément un marqueur très fiable du statut en magnésium. Donc, c'est vraiment l'analyse fonctionnelle qui va nous dire est-ce qu'on tend ou pas vers un déficit, et puis simplement vérifier par une supplémentation ou des aliments riches en magnésium si ça fait du bien à la personne par rapport aux troubles fonctionnels qui ont été identifiés. Et si on supplémente, on va aller plutôt vers ce qu'on appelle des bisglycinates de magnésium ou des malades de magnésium, par exemple, parce que c'est des formes qui sont plutôt bien assimilées. C'est-à-dire que quand vous allez dans les grandes surfaces, les pharmacies, les rayons diététiques et autres, vous allez retrouver des magnésiums avec une origine, c'est-à-dire un sel de magnésium qui peut être très différent. Et là, on a des Mm. capacités d'assimilation très variables. Et souvent, c'est des effets laxatifs ou autres. Donc finalement, on fait plus qu'enrichir l'eau des toilettes. On fait plus voilà, enrichir effectivement l'eau des C'est pas toilettes top. que notre statut en tant que tel. Donc c'est un peu dommage, ça fait cher voilà, la supplémentation. En effet, oui. Donc, Le magnésium marin, c'est et ben, recommandé? malheureusement, non, c'est pas la forme la plus biodisponible. On a 4 types de sels de D'accord. magnésium dans le magnésium marin. Et alors, il peut être intéressant pour d'autres aspects, mais en termes de biodisponibilité, il est plutôt moyen ou sur la tranche basse, quoi. Moyen. D'où la recommandation de D'accord. ces bisglycinates ou malates, citrates parfois pour certaines personnes, mais voilà, je vais peut-être pas rentrer dans trop de détails. Et ta question sur les noix, en fait, Mm. dans les noix Oui, du Brésil, bah, tout simplement parce que c'est pas des noix qui sont locales. Heu et heu oui. et c'est vrai que encore une fois, quand on parle d'empreinte écologique, liée au transport, liée à la conservation et cetera, Mm. on a la chance en France d'avoir des noix du Périgord ou de Grenoble, d'avoir des noisettes, d'avoir des amandes, donc autant en profiter. C'est vraiment des oléagineux Mhm. très bénéfiques, et y compris pour le sélénium, parce que souvent on dit oui, quand on manque de sélénium, il faut manger des noix du Brésil. Là aussi, ça pourrait être fortement nuancé. Mais je dis après, on va se perdre dans les explications de chaque détail. Et les noix de cajou, en fait, il y a deux choses. C'est-à-dire que il y a souvent le fait qu'elles vont être récoltées dans un endroit et parfois exportées dans d'autres pays, notamment en Inde, pour être décortiquées. Donc déjà, l'empreinte écologique, elle est Mhm. considérable. Non seulement pour le Oui. transport final, mais déjà pour le transport intermédiaire. Et dans ce qu'on appelle l'anacardier, donc qui est l'arbre qui donne les pommes de cajou, dans lesquelles on a les graines de cajou, pardon, les noix de Les noix cajou, de cajou. bah, on a d'abord Mm. les coques, et justement, on va voir notamment les femmes en Inde. Alors, il y a d'autres procédés, mais malheureusement, c'est pas le cas partout, mais de manière traditionnelle, les coques vont être décortiquées par des femmes qui vont être exposées à un composé qui va se libérer, qui s'appelle l'acide anacardique, et qui est très abrasif, en fait, très corrosif pour les muqueuses, donc au niveau des mains également, au niveau de la sphère ORL. Donc, c'est des personnes qui, malheureusement, voilà, aggravent leur santé à être exposées comme ça à l'acide anacardique tout au long de la journée,
pour un salaire, excuse-moi du terme, mais de misère, voilà, de Misérable. 1 ou 2 euros par Mmh. jour. Après, la question, c'est de Mmh. se dire, mais oui, mais si on arrête d'en consommer, on ne donne plus de travail potentiel à ces personnes. C'est pour ça que c'est toujours des questions systémiques à avoir. Oui, Mais on a des, Pérus, comme tu voilà, dis. Mmh. on a des filières qui sont plus ou moins responsables, mais là, Mmh. c'est pour ça qu'on parle d'or gris parfois pour la noix de cajou, parce que on a Oui, un niveau de consommation aujourd'hui qui est très important. Donc économiquement, oui. c'est très bénéfique pour certains pays. Et ça veut dire aussi parfois une exploitation humaine ou en tout cas des conditions de travail qui sont pas respectueuses pour les personnes. Et d'où la difficulté de tracer en fait l'origine des aliments qu'on va consommer, quoi. OK. Est-ce que quand on broie une noix de cajou par exemple, quand on fait une sauce, par exemple, moi je fais du Mm. pesto maison et je broie les noix, est-ce qu'elles perdent leur valeur nutritionnelle ou Alors, pas? des noix, si tu les prends, si tu les consommes tout de suite, non, très peu. Par contre, les graines de lin, parce qu'on parle souvent Oui, du lin avec des oméga 3, là, effectivement, il y a, en fait, plus la graine va être riche ou l'oléagineux va être riche en oméga 3, plus il est sensible à l'oxydation, ce que j'évoquais tout à l'heure. Et dans le cas d'accord. des graines de lin, par exemple, ces graines, elles sont pas faites pour la consommation, elles sont pas faites pour la consommation humaine. Elles sont faites pour les oiseaux ou autres, et on n'a pas D'accord. les enzymes nécessaires pour attaquer en fait le péricarpe, c'est-à-dire l'enveloppe de la. L'enveloppe Donc, de s'il oui. n'y a pas de mouture, en fait, on va pas assimiler, elles vont repartir dans les toilettes assez rapidement. Donc ça sert à rien les Voilà, graines de lin. si on les moud, on va avoir une meilleure biodisponibilité en oméga 3, mais un risque d'oxydation OK. plus élevé. Donc effectivement, OK. au final, moi, je ne suis pas quelqu'un qui recommande les graines de lin parce qu'il y a plein d'autres moyens d'enrichir en oméga 3 l'alimentation. Ou alors, on donne des graines de lin aux poules et on va manger les œufs des poules. Ça, c'est toute la filière bleu blanc cœur, etc. Ou vos propres poules, si vous avez Oui. vos poules, vous donnez 10% de graines de lin. C'est très bien. Et là, c'est vraiment un schéma très vertueux et que pour le coup, je recommande énormément. Mais pas manger les graines de lin Mmh. directement. Si tu manges des noix du Périgord, par exemple, c'est les oléagineux, on va dire en France, qui sont les plus riches en oméga 3. C'est un très bon compromis parce qu'effectivement, c'est une dose qui est significative et un niveau d'oxydation qui est relativement faible. Et dans ce cas-là, l'idéal, c'est de garder la noix dans la coque. Comme ça, tu la préserves davantage et tu casses la coque le jour où tu vas consommer ta noix plutôt que d'avoir les cerneaux de noix qui vont rester à l'air libre pendant des semaines ou des mois, quoi. Oui. Et ne pas les faire chauffer, quoi. OK. Voilà, par contre, ça, c'est important. OK. Oui. Tu parlais de d'œufs tout à l'heure. Donc j'ai vu qu'en fait l'œuf c'est pas ça qui crée le cholestérol hein, ni les maladies cardiovasculaires. Tu recommandes même de manger un ou deux œufs par le matin par jour. Moi c'est vrai que j'aime bien ça les œufs pochés notamment. Et qu'en est-il du lait? Est-ce que c'est inflammatoire le lait? Alors, juste pour finir sur les œufs, sauf intolérance, parce que tu vois, Bien donc sûr, oui, oui, oui. à chaque fois, j'aime bien préciser pour toujours mettre dans le Oui. contexte. Mais effectivement, il n'y a aucune corrélation aujourd'hui, et les méta-analyses nous le montrent bien, entre la consommation de cholestérol d'un jaune d'œuf et un risque athérogène particulier. Et plus globalement, avec le taux de LDL oxydé, je parle en prévention primaire, hein, pas en prévention secondaire. Et ce qui est athérogène, c'est justement l'oxydation de ce LDL cholestérol. Et ça, on peut le mesurer dans une prise de sang. C'est-à-dire que si, Mhm. voilà, parmi les personnes qui nous écoutent, il y a un risque cardiovasculaire ou un taux de cholestérol élevé, un taux de LDL élevé, on fait doser ce qu'on appelle les anticorps anti-LDL oxydés, et qui, eux, vont être un marqueur plus pertinent dans l'évaluation du risque cardiovasculaire. Euh, et j'en ai oublié du coup. Ah oui, le lait, pardon. Donc, le- Le pareil, dans le laitage. lait, en fait, ça demande de décortiquer un petit peu la composition du lait et l'origine du lait pour te répondre. C'est-à-dire que souvent, les personnes disent on a une intolérance au lactose. En fait, l'intolérance au lactose, c'est un déficit enzymatique qui nous permet de ne pas dégrader, ou qui ne nous permet pas plutôt de dégrader le lactose, donc le sucre du lait. Et très souvent, c'est des personnes qui vont présenter des diarrhées, des ballonnements, des gaz, des flatulences, etc. Donc c'est plus une problématique de confort digestif qu'autre chose. Et dans ce cas-là, soit la personne va consommer un peu plus de yaourt, de fromage, c'est-à-dire des produits où on a une fermentation du lactose, donc une meilleure tolérance. Les probiotiques peuvent soutenir aussi un petit peu. Mais en soi, c'est normal qu'on ait perdu une activité de digestion du lactose
quand on n'est plus voilà, jeune enfant, etc. Mais là aussi, c'est un autre sujet que je ne vais pas développer parce que sinon, on va prendre beaucoup de temps. Mais tout ça pour dire que l'intolérance au lactose, c'est une problématique d'ordre digestif, donc qui n'est pas inflammatoire, sauf vraiment s'il y a une très forte consommation chez les personnes qui consomment, qui tolèrent très peu le lactose. Après, on a la question de la réactivité potentielle à certaines protéines laitières. Et effectivement, dans les protéines laitières de vache en particulier, c'est le cas aussi dans les autres animaux, mais de manière moins importante. On a certaines protéines qu'on appelle des caséines, qui sont des grosses protéines. Et dans ces caséines, on a des sous-classes, ce qu'on appelle des caséines A1, A2, etc. Et en fonction de l'origine de la vache et en fonction de la quantité de protéines consommées, de caséines, effectivement, le système immunitaire peut les reconnaître en fait comme, pas forcément un pathogène, mais comme un facteur d'initiation de la fameuse inflammation de bas grade que j'ai évoquée, et notamment quand l'intestin est devenu un peu plus perméable que de normal. Et donc on en revient à ce qu'on disait aussi tout à l'heure. Et dans ce cas-là, oui, ça peut être un foyer inflammatoire, mais c'est vraiment une question d'individualisation. C'est-à-dire de dire que le lait est inflammatoire pour tout le monde, absolument pas. Ou en tout cas, moi, c'est pas mon discours. Par contre, sur un terrain de prédisposition génétique, et au niveau immunitaire, on parle de prédisposition HLA, qui est un peu notre cartographie, carte d'identité immunitaire, on va dire, avec une association de fragilité intestinale au niveau de la muqueuse ou du microbiote. Effectivement, on peut avoir une réactivité exacerbée en fait sur ces protéines-là. Et ça peut être le cas avec des protéines de lait de petits animaux. Souvent, on dit que c'est les protéines de lait de vache. Statistiquement, c'est davantage le cas. Mais tu as des personnes qui peuvent même déclencher des allergies. Là, on ne parle même pas de ce qu'on appelle l'hypersensibilité. Là, on est vraiment dans le cadre allergique avec des protéines qui sont présentes dans les laits de chèvre ou les laits de brebis. Sauf que ça concerne statistiquement moins de personnes. Et parfois, on va avoir des gens qui vont arrêter le produit de vache, les produits laitiers à base de lait de vache, pour aller vers une surconsommation de produits laitiers des petits animaux. Donc, en clair, si la personne est sujette à des problématiques digestives et inflammatoires extra-digestifs, donc cette fameuse inflammation de bas grade, des infections à répétition, notamment au niveau de la sphère ORL, des tendinopathies, bref, vraiment un terrain à l'inflammation, ça vaut le coup de se dire, on teste d'arrêter complètement les produits laitiers, pour moi, animaux, pendant 4 à 6 semaines. Oui. Et on voit déjà si ça va mieux ou pas. Et si ça va mieux, on les réintroduit les unes après les autres pour voir en fait celles qui peuvent être inclinées. Et après, on peut travailler sur l'écosystème intestinal avec, il y a toute une série de protocoles entre les probiotiques, entre la restauration de l'intégrité de la muqueuse. On peut doser certains marqueurs biologiques aussi pour objectiver cette perméabilité. Mais en tout cas, on est dans une démarche qui est vraiment personnalisée. Ce qui est certain, c'est que la recommandation de consommer 3 ou 4 produits laitiers par jour aujourd'hui, elle n'a aucun sens. C'est comme l'histoire des œufs. Aujourd'hui, on a suffisamment de littérature pour confirmer qu'on n'a pas de corrélation entre la consommation du calcium des produits laitiers et la prévention de la déminéralisation osseuse, voire de l'ostéoporose. Oui. Donc après, c'est sûr que si la personne ne mange aucune source de calcium, le produit laitier va être une source significative, mais dans notre alimentation, on a beaucoup d'autres sources, y compris végétales, et on a surtout d'autres facteurs nutritionnels qui vont jouer un rôle sur la solidité et sur la minéralisation osseuse. Et c'est les polyphénols des fruits et légumes, c'est la vitamine C, c'est de manière générale tous les fruits et légumes qui vont apporter ce qu'on appelle des sels organiques, qui sont plutôt intéressants. À l'inverse, l'excès de sel, donc de fromage, de pain, de charcuterie, de plats industriels qui contiennent du sel, ont plutôt tendance à réduire la capacité de l'organisme à maintenir le calcium au niveau du tissu osseux. Donc c'est vraiment plus une question de mode de vie, de mode alimentaire de manière générale, et puis de mode de vie par rapport à l'activité physique, parce qu'on sait que c'est un facteur de prévention très important contre l'ostéoporose. Donc avant d'insister sur la consommation de calcium des produits laitiers, il y a beaucoup de conseils de premier niveau qu'on peut donner. Chose à faire. Tout à fait. Tu parlais de fruits tout à l'heure. Est-ce qu'on peut manger la peau des fruits qui sont pas bio? Ah, tu peux, dans l'absolu, tout est possible. Non, bien sûr tu peux. Mais est-ce que c'est
plein de pesticides et donc c'est pas très recommandé. Alors, en fait, le bio, il va juste être là pour garantir que le producteur n'a pas rajouté d'intrants chimiques dans sa culture. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de pesticides dans un produit bio en fonction de l'environnement dans lequel il est. Mais Ouais. quand on regarde les méta-analyses, en gros, on en a 75% en moins que dans des produits conventionnels. Après, c'est pas parce qu'il y en a moins qu'il n'y a pas de pesticides plus embêtants. C'est pas une question que de quantité, c'est une question aussi de nature du Ok. pesticide. C'est une question Mhm. de respect du cahier des charges, ce qui fait qu'on a beaucoup de discours aujourd'hui en disant oui, mais en fonction du pays, le bio, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est un autre sujet sur lequel on pourra développer les points si tu veux, mais je vais rester sur la question. Et à l'inverse, tu peux avoir un produit local où le paysan du coin n'utilise pas d'intrants et qui ne sera pas labellisé bio parce qu'il n'a pas envie de rentrer dans toute la démarche de certification. Donc c'est vrai que déjà de connaître le producteur, c'est l'idéal. Et ça ramène aux filières Mm. courtes, aux produits de saison, vraiment un modèle qui est très vertueux, que moi je recommande fortement. Après, globalement, effectivement, si on sait que c'est des produits, une pomme par exemple, elle subit plus de 35 traitements au cours de sa vie en moyenne. Donc il y a une exposition qui est, voilà. 35. Alors c'est une moyenne, hein, ça peut être beaucoup moins, mais Et ça peut être beaucoup je plus. sais pas, je sais C'est pas. dingue. Déjà, je trouve que c'est pas mal. Mais donc, Ouais. ne serait-ce que déjà de rincer la pomme, si on parle de cet exemple-là, Oui. c'est important parce que beaucoup de pesticides sont solubles, donc ça permet d'en éliminer une partie. Ok. Mais à l'inverse, on a beaucoup de micronutriments intéressants dans la périphérie du fruit ou du légume. Oui. Donc c'est un pour un contre, mais oui, c'est vrai que si vous êtes en conventionnel, déjà bien la rincer, voire l'éplucher voilà, si vous voulez aller à l'étape d'après, quoi. Mais le mieux, c'est soit vous avez du bio, ou vous avez votre propre verger ou le paysan du coin que vous connaissez et vous savez qu'il travaille très bien. Et déjà, ça n'a pas le même goût du tout. Et puis, bah, vous savez que vous aurez moins d'intrants, c'est-à-dire de contaminants liés à la culture, quoi. Ouais. Alors on peut difficilement faire un podcast sans en parler. Le gluten. Entre les produits laitiers, le lait, pardon, le gluten. Encore 2 heures. Non. Non, mais il Euh, reste. est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont intolérants au gluten? Et si oui, pourquoi? Et alors j'ai une autre question aussi qui est liée. Si tu dois choisir des pâtes, bon, moi j'aime bien les pâtes de Hmm. blé, quoi. Les pâtes au blé complet, j'aime moins. Est-ce que c'est meilleur ou pas? Ok. Alors, l'histoire du gluten, là aussi, ouais, ce serait long. Globalement, c'est comme l'histoire des produits laitiers. Globalement, aujourd'hui, on a un niveau d'exposition au gluten qui est trop important parce on en a partout, en fait, dans les produits céréaliers, mais également parfois dans les préparations industrielles, préparations à base de viande, certains saucissons, certains jambons. Dans les produits de panification, on va rajouter du gluten en plus, en fait, du gluten naturellement apporté par le blé, si on prend l'exemple de la farine de blé. On a un gluten qui est devenu beaucoup plus fort, plus élastique, notamment pour permettre aux produits d'être plus alvéolés rapidement et de gagner du temps, donc de l'argent au niveau industriel. Et ça rend l'hydrolyse du gluten par les enzymes un petit peu plus délicate. Et puis surtout, on a des évolutions par hybridation de gluten. On ne parle pas du tout d'OGM, hein. Là, c'est deux choses différentes qui font qu'entre la variété ancestrale de blé, où on avait du petit épaule, de l'engrain, de l'amidonnier et le froment qu'on utilise aujourd'hui, on a plus de gluten, plus concentré et plus fort. Donc, on expose statistiquement à un risque qui est plus important, surtout dans un mode alimentaire où on y est surexposé. Donc déjà, de réduire et d'aller vers des formes anciennes, ça peut être que positif pour tout le monde. Le fait d'utiliser un pain au levain pur par rapport à la levure va aussi être intéressant pour commencer à hydrolyser partiellement certaines protéines de gluten et pour d'autres raisons. On sait que le microbiote va jouer un rôle et la fermentation du levain interagit aussi avec notre microbiote. Et en fait, quand on parle de problématiques liées au gluten, on a donc la maladie cœliaque qui est vraiment la pathologie reconnue qui concerne à peu près 1 à 2% de la population. Mais on a effectivement toute cette fraction de population qu'on appelle les hypersensibles non cœliaques au gluten.
dans la littérature récente, on arrive à un chiffre à peu près de 10 à 15% de la population qui aurait une réactivité importante au gluten. Et en général, on va doser au niveau d'une prise de sang ce qu'on appelle la zonuline pour évaluer en fait ce risque d'hypersensibilité. C'est pas un marqueur 100% fiable, mais c'est quelque chose sur lequel D'accord. on peut s'appuyer en partie. Et chez ces personnes, ben, c'est toute l'histoire de l'inflammation de Magrad qu'on a évoquée tout à l'heure. C'est-à-dire que, comme l'histoire de la caséine, Oui. le gluten va initier par les cellules immunitaires, les macrophages, cette réaction inflammatoire et peut devenir systémique. Donc, c'est un peu comme la recommandation que je donnais. Chez les personnes chez qui on a une suspicion ou les personnes qui elles-mêmes pensent que ça peut les concerner, on arrête pendant 4 à 6 semaines, on voit si ça va mieux ou pas. Mais comme les produits laitiers, c'est pas une question de quantité. C'est ce que je dis aux patients, c'est dans ce cas-là, on arrête totalement. C'est un peu embêtant, mais c'est le seul moyen pour savoir si vous pouvez en consommer plus par la suite. Oui, Si vous le faites entre deux et que ça va pas mieux, et ben vous saurez pas en fait si vous avez. Donc exactement. c'est vraiment jouer le rôle de l'éviction totale pendant une période donnée pour après la réincorporer de manière très sélective et on a des protocoles pour ça. Mais quand on dit aussi d'enlever le blé, ou en tout cas d'enlever le gluten, on enlève le blé. Et donc on enlève d'autres composés qui peuvent poser problème autre que le gluten. Et là, on a ce qu'on appelle des ATI, des inhibiteurs de l'alpha-trypsine. On peut avoir des problèmes de pesticides également. C'est-à-dire que dans la récolte du blé, non pas dans la culture, on va utiliser, en fonction des pays, en France c'est interdit, mais en Amérique du Nord on va beaucoup l'utiliser, et en France on va parfois le faire pour d'autres variétés que le blé, d'autres céréales que le blé. C'est beaucoup fait aussi pour les légumineuses. En fait, on va utiliser les pesticides pour faire ce qu'on appelle une dessiccation et favoriser en fait la coupe des produits céréaliers et la récolte des grains. Et on peut avoir de manière résiduelle en fait des pesticides qui vont interagir notamment avec le microbiote intestinal. On a, avec le glyphosate par exemple, démontré qu'on a une perte de diversité bactérienne du microbiote. Et ça va être un foyer d'inflammation de bas grade qu'on a évoqué. Donc, quand on dit à la personne d'arrêter de manger du blé, on lui dit d'arrêter aussi en fait ces composés-là qui peuvent poser problème et qui ne sont pas liés au gluten. D'accord. Ce qu'on Ok. appelle les transglutaminases, d'autres composés. Donc, il y a beaucoup de choses qui font que Hmm. quand on dit à quelqu'un qu'effectivement, il va mieux quand il a arrêté de consommer du gluten, c'est peut-être, On ne voilà, sait pas pourquoi. Ouais, on peut-être n'est que pas c'est lié au sûr. gluten, Hmm. peut-être que c'est lié à la présence d'autres composés dans le blé, et c'est pour ça Hmm. que le fait de doser la zonuline est intéressant pour avoir un peu plus de précision, D'accord. quoi. Voilà. C'est pas Et concernant les Oui, pâtes, alors les est-ce pâtes que complètes. Bah, c'est si comme c'est mieux? l'histoire du bio avec tes pommes ou des fruits et légumes. Oui, C'est-à-dire que quand tu consommes des produits complets ou semi-complets, tu as gardé le péricarpe et c'est là où se concentrent malheureusement les pesticides. Donc, quand vous consommez des produits, que ce soit céréaliers complets, des fruits, des légumes, effectivement, faire attention à l'origine, ça c'est important. Si on a des sensibilités intestinales, c'est des fibres qui sont assez dures et qui peuvent irriter un petit peu la muqueuse. Donc, dans ce cas-là, d'aller vers des produits plutôt semi-complets, voire effectivement des produits raffinés si la personne est très sensible. Mais le semi-complet, ça peut être un bon intermédiaire. Nutritionnellement, c'est plus intéressant d'avoir du complet. Dans le goût, effectivement, après, c'est subjectif par définition, mais en général, beaucoup de personnes aiment moins. mhm. Et puis faire attention à l'origine, bio ou non. Donc, Est-ce qu'il y a moins de gluten dans le non, non, complet? non, pas du tout. Bah, alors, si on Ok. chipote, oui, au sens où, puisqu'en fait, tu prends une farine qui est raffinée, et le gluten Oui, étant plutôt le cœur du céréal, en fait, hein, c'est oui, une matière de réserve, c'est des protéines de réserve, en fait, hein, comme l'amidon pour des protéines, des réserves énergétiques. Donc, dans l'absolu, il y en a un tout petit peu plus, mais on parle vraiment j'ai envie de te dire, de micro-quantité. Donc, c'est pas d'accord. la question du gluten qui doit guider le choix du complet ou pas. C'est plus le côté sensibilité intestinale et présence des fibres ou présence des pesticides quand c'est des produits qui ne sont pas d'origine bio, quoi. Ok. On en arrive presque à la fin, mais j'ai quand même deux dernières questions pour toi, Anthony. Ma première question, ce sera autour de l'évaluation, les mesures des marqueurs, justement pour faire un bilan un peu
autour du microbiote. Déjà, en tant que thérapeute de santé, qu'est-ce qu'on peut recommander, nous, à nos patients? Dans l'absolu, à titre préventif, tu pourrais, je veux dire, tout recommander au sens où c'est en fait la question est pas tant de savoir ce qu'on peut recommander, mais ce qu'on peut interpréter en fait. Oui, alors déjà, justement, quelles sont les prises de sang, les marqueurs que toi tu recommandes, que tu prescris pour voir Alors il y a pas de, il faut savoir, si une oui, il faut inflammation ou savoir pas? que déjà en tant que professionnel de santé, dès lors que la personne n'est pas médecin, on n'aura pas de remboursement. Et Oui, ça, bien je le sûr. précise parce que c'est un point important. Mais et là, je vais aussi mettre complètement de côté tout ce qui est lié à la biologie conventionnelle médicale qui va être utilisée uniquement par le médecin et autres. Là, je me concentre uniquement sur la partie de la biologie nutritionnelle, c'est-à-dire les marqueurs en lien avec le statut nutritionnel. Et donc, Mhm, je parlais de la zonuline, par exemple, quand on a une suspicion mhm. d'hypersensibilité au gluten, ce qu'on appelle la LBP, qui est une protéine qui traduit cette hyperperméabilité intestinale dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que Oui. si certaines personnes se rappellent ce que j'ai parlé de LPS, en fait, qui sont des composés Mhm. qui vont se lier à une protéine qu'on appelle la LBP. Et donc, quand on a un taux de LBP élevé, ça veut dire qu'il y a davantage de facteurs d'hyperperméabilité. Le magnésium, on l'a vu, qui n'est pas voilà, un réactif non plus idéal, un marqueur idéal au sens fiable à 100%, mais en tout cas plutôt un magnésium érythrocytaire qu'un magnésium plasmatique. Le profil en acide gras qu'on a évoqué tout à l'heure, la vitamine D, bien sûr, qui va être intéressante. Qu'est-ce que le bilan de... Tout ça, c'est des marqueurs Oui, c'est biologiques. ça, par des prises de sang, Mhm. les bilans de stress oxydatif. Donc, on va doser ce qu'on appelle les SOD, les GPX, qui sont les enzymes de régulation du stress oxydatif. On va doser les cofacteurs, le zinc, le cuivre, le manganèse, le sélénium. On a d'autres marqueurs comme le 8-OHDG. Bref, ça fait beaucoup de choses à évoquer. Mais Oui, oui. on va simplifier. Et les laboratoires d'analyse qui sont spécialisés en nutrition, justement, en général, font des packs exprès pour dire, voilà, on fait un bilan de stress oxydatif et il y a les principaux marqueurs, la vitamine E, les caroténoïdes, etc. Ce qui aide un petit peu dans l'usage en tant que professionnel. Mais encore une fois, la difficulté, l'essentiel, c'est de savoir interpréter plus que de se dire, je fais un bilan, j'aurai des valeurs et qui seront en dehors des normes, mais je ne sais pas ce que j'en fais, quoi. Mais là, on Oui. a, on a, on a parlé un peu de la sphère intestinale, on a parlé de stress oxydatif, de profil en acide gras, de minéraux, de vitamines unitaires comme le magnésium, la vitamine D. La B12 va être intéressante, les folates également. En fait, il n'y a pas du tout de règle absolue, c'est-à-dire que c'est vraiment l'évaluation, ce qu'on appelle l'anamnèse dans notre jargon, entre l'anamnèse alimentaire, l'anamnèse de santé, l'anamnèse de mode de vie, qui va nous dire oui, là, il y a intérêt à aller creuser de ce côté ou d'un autre. Mais c'est vraiment le croisement et la pondération encore une fois, de ces facteurs de mode de vie et des troubles fonctionnels qui nous disent tiens, on va doser. Mais de se dire à l'aveugle, je fais tout doser, c'est non seulement très cher, parce que c'est des marqueurs qui, pour la plupart, ne sont pas remboursés, encore une fois. Et on peut D'accord. monter à, Mhm. à plusieurs centaines d'euros. Alors, à titre préventif, pour certains, c'est tout à fait OK. Pour d'autres patients, ça, bien sûr, c'est un frein qui se comprend tout à fait. Ouais. Donc, c'est vraiment avoir la formation initiale pour pouvoir cibler de la manière la plus précise et aussi de fait plus économique pour le patient au final. Quand on parle, encore une fois, je ne parle pas du cadre médical, là je parle du cadre purement de la biologie nutritionnelle, quoi. Eh ben justement, venons-en à la formation, puisque en plus de ton livre, tu viens de lancer aujourd'hui une Oui, formation oui, en micronutrition et approche systémique de l'alimentation. Il dure combien de temps? La plus de formation, elle 2 dure ans. Voilà, voilà. Donc, 2 ans, ok. Donc elle est destinée aux professionnels de oui, alors santé, aux je dis thérapeutes. aujourd'hui au Vas-y. moment où on tourne ensemble, je ne sais pas quand tu vas le diffuser, mais ça sera peut-être avec un peu de décalage. Après, c'est un cursus que je propose depuis quasiment 10 ans, mais c'est un cursus qui était en présentiel jusqu'à présent. Alors qui était totalement en présentiel jusqu'à cette histoire de Covid. En Covid, on a basculé forcément en distanciel. Et puis les habitudes ont vraiment évolué à ce niveau-là. Et je me posais déjà la question de faire un format hybride à l'époque. Et avec cette période, c'est devenu pour moi une évidence. Donc c'est un format qu'on appelle
blended learning. Mmh. C'est-à-dire qu'on va associer du e-learning, des classes virtuelles pour qu'on échange en direct sur les questions et du présentiel de temps en temps pour pouvoir justement revenir sur certains sujets et puis aborder des points spécifiques. Donc c'est pour ça quand je parle de 2 ans, pardon, c'est sur 3 niveaux pour les gens qui font vraiment un cursus complet. Et donc niveau 1, c'est vraiment de la sensibilisation pour tout public, professionnel ou particulier. Le niveau 2, on est plutôt sur une démarche professionnelle mais préventive, très large, très systémique. Et le niveau 3, là, c'est plus pour les professionnels de santé qui veulent aller dans la création de protocoles d'accompagnement vis-à-vis des pathologies qu'on a citées tout à l'heure, quoi. Donc, merci d'en parler, c'est sympa. Et Super. puis, c'est vraiment c'est ce qu'on disait juste en off avant de commencer. C'est vrai que c'est Mmh. officiellement aujourd'hui le jour où je le mets en place. Après 2 ans non pas de pause, mais de refonte, en fait, du format présentiel pour le Oui. basculer là. Donc, c'est un jour important pour moi. Voilà, c'est chouette. C'est super. Ben, on mettra de toute façon la description de la formation dans l'épisode, dans la description de l'épisode, comme ça, les gens pourront cliquer et voir un petit peu de Bah, quoi il merci. s'agit. Alors, ma dernière question, Anthony, après je te libère. Dans un monde idéal, où les gens sont en pleine santé, ils ont un microbiote parfait, ça ressemble à quoi et quelles seraient leurs habitudes et modes de Ah, vie? et ben, si tu as mon dernier livre entre les mains, tu as Oui, un petit bonhomme, chasseur-cueilleur, voilà, en couverture. Donc, il s'agit oui, pas de dire qu'on doit redevenir des chasseurs-cueilleurs, mais en tout cas et puis d'être dans la nostalgie du «c'était mieux avant», c'est pas du tout ça. C'est de se oui, dire, encore une fois, quel est notre capital génétique et pourquoi il est programmé ou plus exactement, pour quel environnement il est programmé, pour quel mode de vie. Globalement, si on est dans des produits qui sont bruts, donc non transformés, locaux, de saison, sur des filières courtes, avec le moins d'intrants chimiques, donc bio et tout ce qu'on a évoqué, ça c'est la partie alimentaire, avec plutôt une dominante de végétaux, plutôt 70-80%, c'est pareil. Ça pourrait être nuancé en fonction des origines, des modes de vie. Je donne des grandes généralités, avec beaucoup d'oléagineux, de légumineuses, d'huile de qualité, tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Un mode de vie où on bouge, voilà. On est programmé génétiquement pour être dans du mouvement oui, musculaire et ça, on l'oublie mais tellement. Donc on parle du c'est vrai. sport, pas suffisamment de l'activité physique ou de manière très générique, hein, manger, bouger, voilà, ça on connaît tous un petit peu ces généralités. Mais ça veut dire concrètement que toutes les demi-heures, vous avez au moins 5 minutes où vous êtes en mouvement, musculaire. C'est-à-dire que nous, là, ça fait 2 fois qu'on aurait déjà dû bouger, voilà, C'est ça. et on se retrouve avec des sportifs sédentaires, c'est-à-dire des gens qui font 1 ou 2 heures par jour de Oui. sport et qui restent plus de 7 heures Mmh. par jour assis et ce qui développe des risques de complications, notamment cardiovasculaires, métaboliques, indépendamment en fait de la pratique physique. Donc être dans du mouvement et je disais tout à l'heure à l'extérieur pour profiter de la lumière naturelle, profiter de la Mmh. nature si vous avez la chance d'être dans un environnement où vous avez des forêts, vous avez autre. Vous faites votre potager, vous aurez des produits qui seront bio, vous mettrez les mains dans la terre, vous allez vous changer les idées, vous allez bouger et vous allez en fait avoir que des bénéfices. Donc c'est vrai que si puis moi je suis très comment dire? Très sensible à l'approche de ce qu'on appelle l'agroécologie, de la permaculture. Donc si tu parles d'un monde idéal, voilà, on est dans un environnement et moi j'ai fait ce choix effectivement d'être plutôt en campagne, dans des longères ou en tout cas des murs en pierre où on va pouvoir aussi avoir suffisamment de terrain pour avoir son propre jardin en permaculture et cetera. C'est quelque chose pour moi qui est complètement cohérent sans se désociabiliser complètement et là aussi, Complètement. c'est un autre sujet, mais on sait qu'aujourd'hui, des micro-organisations, en fait, hein, permettent de répondre à beaucoup d'enjeux, notamment écologiques. Et après, je crois que le plus important dans tout ça, c'est que chacun, en fait, place le curseur de là où ça lui semble réaliste et où ça lui parle. Parce qu'effectivement, entre celui qui va aller vivre, je caricature dans le Larzac parce qu'on en parle souvent, mais j'ai rien contre le Larzac du tout, ou la personne qui va être hyper urbanisée, qui va être assise toute la journée. Alors dans le livre, je parle d'Homo modernus, qui est un peu la caricature justement de ce monde moderne et que je tends à faire évoluer vers Homo conscientus, c'est-à-dire la personne qui, dans ce qu'on évoque, mais on a tous des contraintes, on a tous des obligations, on a tous des envies différentes. Donc, c'est juste de se dire, OK, qu'est-ce que moi, à titre personnel, je suis prêt à mettre en place? Et très souvent, en fait, la stratégie des petits pas fait qu'au fur et à mesure, eh ben, on va aller encore un peu plus loin dans la démarche. Et effectivement, de manger des produits bruts, d'être à la lumière, de bouger,
d'avoir le maximum de sociabilisation, le rire, bah, voilà, tout ce qui est en dehors de la nutrition, mais qu'on sait Mmh. bénéfique par rapport à notre tu parlais de pleine santé, c'est aujourd'hui quand on regarde les modèles traditionnels, alors il y a, les modèles des îles Bleues, des modèles crétois et cetera. On sait qu'au-delà de l'alimentation, le mode de vie et le lien social, fait partie aussi, hein, en fait, des facteurs de prévention. Oui, tout à fait, oui. Donc voilà, Mmh. Ça paraît tellement évident en plus. d'où le titre. C'est Je fais ma pub pour le bouquin, mais tu vois, c'est du bon sens dans notre assiette. C'est-à-dire être oui, avisé et tu as oui, 2000 publications dans le petit livre, tu en as plus de 10 000 dans le gros, juste pour argumenter qu'on a tout intérêt à revenir à du bon sens, c'est-à-dire à ce qu'on mmh, faisait historiquement. mmh, Donc c'est c'est un ça. peu dommage quelque part, mais au moins on s'appuie sur la littérature pour se dire: «OK, Mmh, on a effectivement tout intérêt à être dans quelque chose mmh, qui finalement est assez naturel, quoi». mmh. Anthony, je te remercie beaucoup. Je crois qu'on pourrait parler encore des heures parce que c'est tellement passionnant comme sujet, mais là, je vais tout de suite me concentrer sur ton livre déjà. Et merci beaucoup pour ton temps. Et puis, et ben bonne continuation pour la formation et pour tous tes Très beaux bien, projets. merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Vous aimez ce podcast? Vous avez apprécié cet épisode? Si oui, pourquoi pas laisser 5 petites étoiles sur votre plateforme d'écoute et cliquer sur le bouton s'abonner. N'hésitez pas aussi à laisser un avis ou bien à me faire un retour direct sur l'adresse email suivante kinegabriel @gmail.com. Merci à toutes et tous et à la semaine prochaine sur Kinedi.